Comme ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est d'aller plus en profondeur sur les questions que nous avons évoquées la fois dernière, en permettant d'identifier la règle de droit. Et pour identifier la règle de droit, il faudra être en capacité de la distinguer des autres règles de conduite sociale, mais il faudra également être en capacité de pouvoir dire clairement quels sont les caractères de la règle de droit. Parce que comme je disais tout de suite, il n'y a pas que la règle de droit comme règle de conduite sociale. Il y a d'autres règles qui, dans la société, norment ou organisent notre conduite que l'on doit avoir, la conduite que l'on doit avoir vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres membres de la société, vis-à-vis également des biens de ces membres de la société. Donc, il faudra que l'on puisse identifier avec précision c'est quoi une règle de droit pour pouvoir justement nous y conformer. Voilà ce que nous ferons aujourd'hui pour ce premier cours qui nous permettra d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut avoir, voilà, la diapositive, c'est bon? Donc, voilà ce que nous ferons aujourd'hui. Après quelques mots d'introduction, nous allons revenir sur l'identification de la règle de droit. Nous allons également revenir sur les sources de la règle de droit. Quelles sont les sources de règles de droit? Comment identifier une règle de droit et pouvoir la distinguer des autres règles de conduite sociale? Pour le commun des mortels, lorsqu'on dit droit, le droit, c'est ce qui ordonne. Le droit, c'est ce qui permet. Le droit, c'est ce qui interdit. C'est comme ça que l'on entend le droit. Dès qu'on dit le droit, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire, mais c'est également qu'est-ce que je ne peux pas faire. Voilà. Et c'est pourquoi très souvent, le droit est consubstantiel à l'idée de contrainte, à l'idée de sanction, à l'idée de permission. Est-ce que j'ai le droit de? Souvent, on dit, est-ce que j'ai le droit de? Et on reviendra, lorsqu'on parle de est-ce que j'ai le droit de, à quoi cela peut renvoyer. Maintenant, pour les juristes, lorsqu'on dit droit, cela peut avoir plusieurs significations, dont 3 principalement. Dans une première signification, on va dire que le droit désigne un ensemble de règles qui s'appliquent dans une société humaine donnée. D'accord? C'est ça le droit. Donc, c'est un ensemble de règles. Première désignation. Donc, si vous regardez, vous avez 3 éléments principalement. 3 éléments. 3 principalement. Le stylo, il ne marche pas. Ah, voilà. Rouge. Merci. Donc, 3 significations principalement. D'abord, dans une première acception, on considère que c'est un ensemble de règles qui s'appliquent dans une société humaine donnée. Et quand on dit que le droit est un ensemble de règles qui s'appliquent dans une société humaine donnée, on parle ici de droit objectif. Excusez-moi, le droit objectif. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait, lorsqu'on parle de droit, on peut dire qu'ai-je le droit de faire? Ça veut dire quelle prérogative me donne le droit? Qu'ai-je le droit de faire? Donc, on reviendra à cette deuxième conception. Mais la toute première conception, c'est lorsqu'on parle de droit, c'est de dire quelles sont les règles qui s'appliquent dans la société. Ce n'est pas qu'est-ce que j'ai le droit de faire, mais c'est d'abord et avant tout quelles sont les règles qui s'appliquent dans cette société-là. Et donc, dans toute société humaine, vous allez trouver des règles de droit des règles, je dirais, qui organisent la société. Et ces règles-là, on va, dans la conception qui est la nôtre, on va appeler ces règles droit objectif. Et dans un second temps, la question que l'on se pose maintenant est de savoir, mais quelles sont les prérogatives que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire?
Et quand on dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, là, on est dans ce que l'on appelle justement un droit subjectif. Et quand on dit droit subjectif, on fait référence ici à la personne, au sujet. Parce que dans subjectif, vous avez le sujet. En tant que personne, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Enfin, quand on parle de droit, on fait référence également à ce qu'on appelle le droit positif. Le droit positif englobe le droit objectif et le droit subjectif. Pourquoi ça englobe le droit objectif et le droit subjectif? C'est parce que le droit positif, ce sont les règles qui sont en vigueur dans un pays à un moment donné. Parce que vous le verrez, le droit positif peut s'opposer au droit naturel. Mais le droit positif, c'est le droit qui est en vigueur. C'est ce que l'on applique. Et dans le droit que l'on applique, il y a d'une part le droit objectif, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui organisent et norment cette société, mais vous trouvez également ce que l'on appelle le droit subjectif, ce sont les prérogatives, les droits que je tire justement de ce droit objectif. Donc voilà un peu ce qu'on entend par droit. Lorsqu'on parle de droit, voilà ce qu'on entend par droit. On entend par droit deux éléments. D'abord, il faut entendre le droit objectif, l'ensemble des règles qui s'appliquent dans une société donnée. Ça, on appelle ça le droit objectif. Mais du droit objectif, je vais tirer des droits subjectifs. Du droit objectif, je vais tirer des prérogatives. Ça veut dire, du droit objectif, je vais avoir le droit de faire ceci, le droit de ne pas faire cela. Et c'est cela qu'on appelle le droit subjectif. Chaque sujet de droit, chaque individu a des prérogatives que la loi lui reconnaît. Et ces prérogatives que la loi vous reconnaît sont dans le droit positif. Maintenant, on le verra plus tard, il y a des prérogatives, des droits subjectifs que vous ne tirez pas du droit positif, que vous tirez du droit naturel. Le droit naturel, c'est quoi? C'est l'ensemble des prérogatives que vous tirez de votre condition humaine. Cela veut dire que rien que le fait que vous soyez un être humain, vous avez le droit à la vie. On n'a pas besoin de proclamer le droit à la vie pour que vous ayez un droit à la vie. Et c'est ça le droit naturel. Le droit naturel, ce sont des prérogatives que l'on tire de notre condition humaine, de notre situation humaine. En tant qu'homme, avec grand H, j'ai certains droits qu'il n'est même pas nécessaire de faire proclamer par un texte, qu'il n'est même pas nécessaire de faire entrer dans le droit positif. Parce que quand on parle de droit positif sénégalais, ce sont l'ensemble des normes qui s'appliquent dans cet espace territoire qui s'appelle le Sénégal. Ça, c'est le droit positif sénégalais. Au moment où l'on parle, quels sont les textes qui s'appliquent au Sénégal? Ça, c'est le droit positif. Maintenant, dans le droit positif, vous allez avoir des prérogatives qui sont reconnues à l'individu. Et ces prérogatives-là, on les appelle justement le droit subjectif. On va donc passer à cette étape-là de l'identification de la règle de droit en mettant l'accent sur le droit subjectif et également sur le droit objectif. D'abord, le droit objectif. Comme je disais tout à l'heure, le droit objectif est un ensemble de normes sociales qui régissent une société présentant des caractères généraux et spécifiques qu'il convient ici de présenter. D'abord, on va passer en revue la question des caractères du droit objectif. Quels sont les caractères du droit objectif? Premièrement, et ensuite, on va revenir sur les rapports que le droit objectif entretient avec les autres règles qui organisent la société. Et dans ces autres règles qui organisent la société, vous allez voir aussi bien le droit
la morale. Vous allez voir également la religion, etc. Donc, quel est le rapport entre le droit et la morale? Quel est le rapport entre le droit et la religion, etc. Donc, on reviendra sur ces différents éléments. D'abord et avant tout, les caractères du droit objectif. Les caractères du droit objectif, on peut aller vite en disant quels sont les caractères de la règle de droit, au sens global. La règle de droit a un caractère que l'on peut appeler un caractère général, un caractère abstrait. Premier caractère. Général, abstrait. Deuxième caractère, la règle, elle est obligatoire. Deuxième caractère. Troisième caractère, c'est le caractère de la permanence. Mais vous verrez que certains caractères découlent de d'autres caractères. Certains découlent d'autres caractères. Donc, en quoi, lorsqu'on dit la règle de droit, en quoi est-elle générale? La règle, elle est générale parce qu'elle est applicable à tous sans viser nommément des individus. C'est ça une règle générale. La règle de droit est une règle générale parce qu'elle ne vise pas un individu, elle est censée s'appliquer à tout le monde. Donc ça, c'est le caractère général de la règle de droit. Mais c'est également son caractère abstrait. Vous voyez, quand on dit que la règle est censée s'appliquer à tout le monde sans s'intéresser en particulier à un individu, on dit que la règle, elle est abstraite. Donc, c'est pourquoi on dit le caractère général et abstrait de la règle de droit. Deuxième caractère, c'est le caractère obligatoire. Que serait la règle de droit si elle n'avait pas ce caractère obligatoire? Que serait la règle de droit si, dans son contenu même, il n'y avait pas cette coercition, cette possibilité de contraindre la personne au respect de la règle édictée? Donc, le caractère obligatoire fait partie intégrante de la règle de droit. Si la règle de droit perdait ses caractères obligatoires, la règle ne serait plus une règle de droit. Maintenant, on va plus tard distinguer la distinction qu'il faut faire entre une règle obligatoire, une règle facultative et une règle supplétive. Il y a des règles de droit que l'on appelle des règles supplétives de la volonté. Mais c'est quoi une règle supplétive? Une règle supplétive est une règle obligatoire, mais qui laisse la possibilité à la partie de choisir entre deux alternatives. De choisir. Vous avez une alternative plutôt. Vous avez une alternative. Soit vous choisissez A, soit vous choisissez B. Mais une fois que vous avez choisi, ça reste obligatoire. Donc, c'est cela le caractère, ce qu'on appelle une règle supplétive de volonté. Voilà. Le législateur vous laisse une option, vous laisse la possibilité de choisir entre A et B. Il ne ferme pas la porte. Lui-même ne choisit pas tout pour vous. Il vous dit, pour cette règle-là, vous avez la possibilité de choisir entre A et B. Par contre, dès que vous avez choisi A, A devient obligatoire. Dès que vous avez choisi B, B devient obligatoire. Donc, c'est cela qu'il faut entendre par justement ce caractère que l'on appelle le caractère obligatoire de la règle de droit, qui laisse aussi la possibilité de temps en temps de règles qu'on appelle aussi les règles supplétives de volonté. Donc, la règle de droit est une règle qui est une règle, d'abord et avant tout, une règle générale, une règle impersonnelle. Et ça, c'est un critère fondamental de la règle de droit. Son caractère général et son caractère impersonnel. Il faut éviter de faire des lois qui s'adressent à des individus. Il faut éviter de faire des lois qui règlent la situation d'un individu. Voilà, il faut toujours
avoir cette possibilité-là de rester dans les principes. Et le principe, c'est d'abord et avant tout, c'est la question de la loi qui est une loi générale, qui est une loi abstraite. Donc, cela est fondamental. Ensuite, l'obligatoriété. La loi est obligatoire. Il y a un débat que l'on retrouve souvent en droit, c'est le débat de savoir qu'est-ce qui est le plus important dans la règle de droit. Est-ce que c'est son caractère obligatoire ou bien son caractère sanctionné? Est-ce que c'est caractère obligatoire ou le caractère sanctionné? Le caractère obligatoire, c'est de se dire que la règle, il faut la respecter. Mais est-ce que je respecte la règle parce que je dois la respecter? Ou bien est-ce que je dois respecter la règle parce que la règle est sanctionnée? Voilà. Donc, comme disait Macoumba Dièye, la règle obligatoire implique que sa violation soit sanctionnée. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je respecte la règle? C'est la question que je pose, Macoumba Dièye. Qu'est-ce qui fait que je respecte la règle? Est-ce que je respecte la règle de droit parce que tout simplement celle-ci est sanctionnée et obligatoire? Ou bien est-ce que je respecte la règle de droit parce que je sais que si je ne la respecte pas, il y a une sanction au bout? C'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que la règle de droit est obligatoire parce qu'elle implique que sa violation soit sanctionnée? Ou bien est-ce que la règle de droit est obligatoire parce que tout simplement elle est obligatoire? S'il n'y avait pas la sanction, est-ce qu'on respecterait la règle de droit? Ou bien est-ce que sommes-nous seulement de bons citoyens qui savons que lorsque le feu est rouge, je ne dois pas traverser? Mais si je viens au feu, je vois que le feu est rouge, je regarde autour de moi, je ne vois aucun véhicule. Je me dis, bon, le feu est rouge, mais je ne vois aucun véhicule, donc je vais continuer ma route. Je ne vois aucun véhicule, mais surtout, je ne vois aucun policier au carrefour. Donc, c'est la question de savoir, est-ce que la règle, elle est obligatoire parce qu'elle est sanctionnée, ou bien elle est sanctionnée parce qu'obligatoire? Donc, c'est un débat qui est là sur la place de la sanction dans le respect de la loi et le caractère obligatoire. Est-ce que la loi est obligatoire parce que sanctionnée, ou bien est-ce que la loi est sanctionnée parce que obligatoire? Donc, ça ramène beaucoup de débats, notamment le débat sur notre citoyenneté, hein, sur notre capacité à respecter la loi sans pour autant que nous ayons la peur de la sanction, la peur du gendarme, comme on dit, mais qu'en bons citoyens, nous respectons la loi parce que c'est la loi, sans pour autant craindre une sanction derrière. Le caractère permanent. Le caractère permanent, c'est la loi a vigueur à s'appliquer. Voilà. La loi a vigueur à s'appliquer. Elles ne sont certes pas éternelles, les règles de droit, mais on dit qu'elles ne sont pas faites ad vitam aeternam, mais elles peuvent être modifiées, abrogées, c'est le mot qui est à la mode, ou même tomber en caducité. Donc, c'est la permanence de la règle de droit. Une règle de droit, elle peut être modifiée. Une loi peut être modifiée. Une loi peut être abrogée. Une loi peut tomber en caducité. La modification, c'est, comme vous l'entendez, une loi a été prise, on s'est rendu compte qu'elle présente des lacunes. Celui qui a pris la loi ou une autre personne peut demander une révision de la loi, une modification des dispositions de la loi. Donc ça, c'est possible. Une loi peut également être adoptée et on demande à abroger les effets de la loi.
Est-ce que vous pouvez aller sur Google, me chercher la définition de l'abrogation d'une loi? Voilà. Cherchez-moi, chers étudiants, la définition de l'abrogation d'une loi. C'est quoi abroger une loi? Donc, une loi peut être abrogée. Mais une loi peut également tomber en caducité. La loi est caduque. Pourquoi? Parce qu'au moment où il avait adopté, il y avait certaines conditions. Et il lui manque une de ces conditions pour être toujours mise en vigueur. Donc, de fait, la loi ne sera plus appliquée. Donc, on reviendra plus tard sur les conditions d'anéantissement de la loi. Comment anéantir une loi? Mais quelle que soit la technique que vous choisissez pour anéantir une loi, elle a des avantages, elle a des inconvénients. Arrêtons-nous sur ce qui défraie l'actualité et la chronique depuis quelque temps. C'est l'abrogation d'une loi. Si vous prenez l'abrogation, M. Bassène Gabriel nous dit « L'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d'un texte législatif ou réglementaire. » L'abrogation, c'est le nom donné à l'annulation pour l'avenir. Une autre définition? Serigne Cissé, l'abrogation d'une loi signifie sa suppression pour l'avenir. Elle peut être expresse. Une nouvelle loi la remplace explicitement ou tacite. Une nouvelle loi est incompatible avec l'ancienne. Donc, vous voyez, elle peut être expresse. Il y a une nouvelle loi qui vient pour supprimer l'ancienne. Donc, ça, c'est l'abrogation qui vient pour supprimer. Elle peut être tacite. On reviendra après sur l'abrogation tacite d'une loi. Est-ce qu'on peut abroger tacitement une loi? Monsieur Ababakar Ndiaye qui est là pourra vous donner son point de vue aussi dans le chat. Est-ce qu'on peut abroger tacitement une loi? Ça veut dire quoi, abroger tacitement une loi? Ça veut dire qu'avec l'effet du temps, une loi n'est pas appliquée et avec l'effet du temps, on va considérer que cette loi est tombée en désuétude, comme on dit. La loi tombe en désuétude parce que elle est restée pendant 20 ans, 30 ans, personne n'a appliqué cette loi, personne ne l'a invoquée, etc. Je donne un exemple. En 1968, si ma mémoire est bonne, il y avait une loi au Sénégal qui réprimait les dépenses lors des cérémonies, les dépenses excessives lors des cérémonies familiales. Dépenses excessives lors des cérémonies familiales. On disait que pour le mariage, on ne pouvait pas dépasser 3 000 francs pour la dot. Voilà. Pour un baptême, on ne devait pas dépasser tant. Pour une première communion, on ne devait pas dépasser tant. Et ça, c'est une loi de 1968 qui s'appelle la loi sur les dépenses excessives lors des cérémonies familiales qui le dit. Cette loi-là n'a pas été abrogée, en tout cas à ma connaissance, n'a pas été abrogée par le législateur. En tout cas, n'a pas fait l'objet d'une abrogation expresse par le législateur. Ce qui fait que celui qui dépense plus de 3 000 francs pour une dot est sous le coup de la loi de 1968. Mais il n'y a pas eu d'abrogation de la loi. Il est sous le coup de la loi de 1968. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une abrogation tacite de la loi. Abrogation tacite de la loi. Donc, abroger, c'est effacer les effets d'un acte, mais pour l'avenir. L'abrogation, c'est pour l'avenir. Ce n'est pas pour le passé. Voilà. Ce n'est pas pour le passé. C'est vraiment pour l'avenir. On va abroger pour l'avenir. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans l'abrogation, c'est pour l'avenir. Ensuite, on va continuer toujours. On en vient au caractère spécifique. Le caractère spécifique, c'est le caractère coercitif. Que signifie la coercition? La coercition signifie la contrainte publique qui se manifeste par diverses sanctions.
seule l'autorité étatique peut sanctionner une règle de droit. On reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera de la distinction du droit et des autres règles de conduite. Seule l'autorité étatique peut sanctionner une règle de droit. La force publique demeure au service exclusif du droit. On a parlé la fois dernière de la police, qui veut dire aussi la société. Voilà. Qui veut dire la société, la police. Elle est là pour ça, pour veiller à l'application de la règle de droit. Et vous avez plusieurs types de sanctions. Vous avez les sanctions pénales, hein, c'est un emprisonnement, hein, c'est une amende. Vous avez les sanctions civiles, hein, versement de dommages et intérêts. Vous avez les sanctions administratives, fermeture d'un établissement, par exemple, pour insalubrité, les sanctions disciplinaires, la mise à pied, etc. Donc, vous avez plusieurs types de sanctions pour venir mettre en exergue ce caractère spécifique particulier de la règle de droit qui dit que la règle de droit est une règle qui est une règle sanctionnée. Donc, ça, c'est extrêmement important. Seule l'autorité publique, étatique, peut sanctionner une règle de droit. Seule l'autorité publique étatique peut le faire. Voilà. Toute autre autorité, c'est pourquoi la question du droit, de la création de la règle de droit, est intimement liée à la question de l'État. Intimement liée à la question de l'État. Donc, quand on parle de règles de droit, on va penser à l'État, parce que l'État est le principal créateur de normes juridiques. C'est l'État qui principalement crée la norme juridique. Mais vous savez qu'il y a, depuis quelques années maintenant, un vaste mouvement de communautarisation. Si vous prenez l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce n'est pas un État, c'est une organisation communautaire créée par des États, mais qui va créer du droit, qui va sécréter du droit. Et ce droit-là va s'appliquer dans les États parties, dans les États membres, par un processus qui est voulu et accepté par la Constitution elle-même. C'est la Constitution elle-même qui va donner un effet direct, immédiat, aux dispositions qui sont adoptées dans le cadre du droit communautaire. Donc maintenant, lorsque l'on dit que seule l'autorité étatique peut sanctionner une règle de droit, l'autorité étatique a accepté qu'une autre instance que lui génère du droit, que ce droit s'intègre dans son ordre juridique et que lui-même veille au respect des règles générées par cet organe qui n'est pas un organe étatique, un organe interne. Mais par moment, vous voyez des frictions qui peuvent arriver. Si vous prenez certaines situations politiques où vous avez la Cour de justice de l'UEMOA, la Cour de la CEDEAO qui rend une décision concernant un homme politique, etc., une affaire un peu sensible, les juridictions nationales peuvent refuser d'exécuter, tout comme également les autorités exécutives politiques peuvent décider de faire suite à une décision rendue par un organe communautaire. Mais le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que ce n'est pas seulement l'État qui produit du droit. L'État est concurrencé dans sa fonction productrice de droit par d'autres organes communautaires et également par des organes internationaux. Maintenant, l'État va avoir des mécanismes d'intégration de ce droit dans son ordre juridique interne. Et ça, la Constitution le dit. On peut citer ici l'exemple de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. L'OHADA qui est une organisation qui se charge pour les États parties qui sont essentiellement, mais pas totalement des États francophones, essentiellement des États francophones, qui se chargent d'harmoniser le droit des affaires dans tous ces États parties. Et l'OHADA adopte ce qu'on appelle des actes uniformes. Ces actes uniformes sont comme des lois
qui sont adoptés au niveau de l'OHADA, mais dès qu'ils sont adoptés, selon les procédures de l'OHADA, elles entrent en vigueur dans le droit interne de chaque État. Et les juridictions de ces États-là, pour toutes les matières qui concernent le droit des affaires, je peux prendre ici la comptabilité des entreprises comme exemple, je peux prendre ici la situation des commerçants, je peux prendre aussi la situation des sociétés commerciales, etc. Toutes ces questions-là sont maintenant, depuis quelques années, régies, réglées par un organe qui n'est pas un organe étatique, mais qui est un organe supra-étatique. Et les actes de l'OHADA entrent en vigueur, ce qu'on appelle les actes uniformes. Donc, allez sur le chat et regardez c'est quoi OHADA. Vous le mettez sur Internet, regardez c'est quoi OHADA. Vous le partagez avec vos camarades. Donc, Omar Nour vous dit que OHADA compte 17 pays membres. Hein, il y a 17 États membres. Et vous pouvez également voir un peu la fiscalité reste du domaine quand même beaucoup de l'État. La question de la fiscalité reste du domaine de l'État parce que sauf certains aspects comme certaines fiscalités indirectes comme la TVA, etc., où c'est, comment on l'appelle, l'UEMOA, hein, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui continue sur la question de la fiscalité et les impôts indirects comme la TVA sont souvent régis dans notre espace par l'UEMOA qui fixe certains éléments, mais tout le reste, c'est de la compétence des États. Il y a Bintou Diémé qui dit quelle est la différence entre loi d'amnistie, vous voulez dire, et l'abrogation. Ce n'est pas la même chose. Hein. Ici, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on peut abroger une loi d'amnistie? Voilà. Est-ce qu'on peut abroger une loi d'amnistie? C'est ça le débat. Voilà. Donc, je ne veux pas entrer dans ça. Il faut mettre ça en compte. Je n'ai pas compris la question. Il y a une guerre? Bon, ça n'a rien à voir avec le cours. Hein. Comment appelle-t-on l'harmonisation du droit des affaires? Très bien. Donc, l'OHADA, c'est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Mais vous aurez le temps de revenir sur ça. Donc, on va continuer un peu avec notre diapositive. Vous aurez le temps de revenir sur ça. Donc, rapport entre la règle de droit et les autres règles sociales de conduite. La distinction de la règle de droit avec les autres règles. Ici, on va revenir sur la question de la morale et de la religion. Comment distinguer la morale et la religion de la règle de droit? C'est quoi la règle de droit? On est revenu sur les critères. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment distinguer la règle de droit des autres règles de conduite sociale, hein, c'est-à-dire la règle morale, la règle religieuse, etc. On aurait pu continuer, hein, on aurait pu continuer sur la justice, comment distinguer le droit et la justice, on va en parler. Comment distinguer le droit et l'équité. L'équité, ce n'est pas la morale, hein, on reviendra sur ça aussi. Donc, voilà ce qu'on verra dans cette partie-là. Donc, rapport entre la règle de droit et les autres règles sociales de conduite. Donc, le droit vise l'organisation de la société, le maintien de l'ordre, la régulation des rapports sociaux. C'est ça que vise la règle de droit. On vit en société. Je ne vais pas vous renvoyer là à vos cours de terminale avec l'état de nature, etc. Ce n'est pas la peine. Mais quand on dit organiser la société, c'est cela. Organiser d'abord les rapports entre les individus, mais organiser ensuite les rapports entre les individus et les biens. Les rapports entre les individus et les biens. Je disais lors de notre cours de prise de contact que quand on parle de droit, quand on parle de catégories, le droit connaît deux catégories. C'est les personnes et les choses.
Dans les personnes, vous avez les personnes physiques, les personnes morales. Dans les choses, vous avez les choses qui peuvent faire l'objet d'appropriation et les choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation. Les choses qui peuvent faire l'objet d'appropriation, en droit, on les appelle les biens. C'est ça comme ça qu'on les appelle. On les appelle les biens. Ce sont les choses qui peuvent faire l'objet d'appropriation. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation. Le droit se charge de régler cette question du rapport entre les hommes, entre eux, et du rapport entre les hommes et les biens. Donc, le droit vise l'organisation de la société, le maintien de l'ordre dans la société. Et quand je parle de maintien de l'ordre, je ne parle pas du maintien de l'ordre au sens policier du terme, je parle du maintien de l'ordre et de l'organisation de la société. Quand je parle de maintien de l'ordre, c'est le maintien des équilibres de la société. Le droit peut être écrit, il peut être également un droit coutumier. Et lorsque l'on parle de droit coutumier en Afrique, ça fait sens. Ça fait véritablement sens lorsque l'on parle de droit coutumier. Le droit est aussi appliqué par des institutions. Voilà. Par des institutions, à la tête de ces institutions, d'abord l'État. C'est l'État qui édicte la règle de droit, comme je disais tout à l'heure, mais c'est l'État également qui va appliquer ces règles de droit. L'État, à travers ses différents démembrements, qui vont appliquer les règles de droit. Une règle de droit, elle peut être imparfaite, elle peut être injuste, mais une règle de droit, c'est une règle de droit, on doit l'appliquer. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre règle de droit, mais tant que c'est cette règle de droit-là, il faut toujours l'appliquer. Donc, elle peut être parfaite, elle peut être imparfaite, mais comme on dit, qui connaît l'expression latine qui dit la loi est dure, mais c'est la loi? Qui peut me mettre ça dans le chat? L'expression latine qui dit la loi est dure, mais c'est la loi. Qui reprend en fait ce que vous voyez ici, qu'une règle peut être imparfaite, une règle peut être injuste, mais ce n'est pas parce que la règle est imparfaite qu'elle est injuste qu'on va ne pas l'appliquer. On va l'appliquer et on va la corriger plus tard. Ibrahim, j'aime bien le petit cadre que vous mettez en bas. Il faut remettre ça de l'image. Voilà. Donc, ça peut être imparfait. Voilà. Duralex, Sedlex. Merci beaucoup à Omar Ndour. Voilà. Et à Ella Janda Bailo. Voilà. Duralex. Voilà. Duralex, Sedlex. Duralex, Sedlex, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Si vous faites une traduction littérale du latin au français, c'est dure loi, mais loi. C'est ce que veut dire duralex, sedlex. Dure loi, duralex, sedlex, mais loi. Vous voyez, en français, on dit la loi est dure, mais c'est la loi. Mais quand vous faites une traduction littérale du latin au français, c'est duralex, la loi est dure, sedlex, mais c'est la loi. Duralex, sedlex. La loi est dure, mais loi. C'est une loi. La loi est dure, mais c'est une loi, on l'applique. La loi est injuste, elle est imparfaite. C'est pourquoi, justement, je disais la fois dernière qu'il ne faut pas confondre le droit, la loi avec la justice. Il y a des systèmes juridiques qui ont fonctionné pendant des années qui ont été totalement injustes. Il y a des codes de loi qui ont été totalement injustes. Je pense ici au code noir, le code noir français qui permettait la traite négrière. Mais à l'époque, c'était du droit. Et c'était du droit positif qui donnait des droits subjectifs à des gens de traduire d'autres en situation de dépendance. Ensuite, on revient à notre diapositive. Droit, justice.
La justice, c'est d'abord et avant tout un concept moral et philosophique. La justice. Si vous allez visiter les plus grands auteurs de la philosophie morale, comme Aristote, comme Platon, vous allez voir qu'ils ont cette conception-là de la justice. Et je vais vous faire travailler un peu. Allez voir la distinction que fait Aristote sur les formes de justice. Tapez sur Google, par exemple, ou un autre moteur de recherche, Aristote et la justice. Vous allez vous rendre compte que en droit, on reprend cette conception-là que Aristote se fait de la justice selon les cas. Je ne veux pas avancer, j'attends que vous m'apportiez les conceptions que Aristote a de la justice, et là, on pourra avancer. Répondre pour voir pour développer un peu leur capacité d'aller chercher. Voilà, que dit Aristote sur la justice? Parce que la justice est d'abord un concept moral. La justice est d'abord un concept philosophique avant d'être une institution, l'institution judiciaire. Et je vous disais la fois dernière que de plus en plus, lorsque l'on parle de justice, on va penser à l'institution, mais la justice, c'est d'abord une vertu, c'est d'abord un concept moral, c'est d'abord un concept philosophique. J'aime souvent à rappeler ceux qui aiment les dessins animés, si vous connaissez Titeuf, hein, l'enfant Titeuf, il dit toujours c'est peau juste. Voilà. Donc, c'est sa marque de fabrique. Rien n'est juste chez Titeuf. Voilà, il dit toujours c'est peau juste, c'est peau juste. Tout ce que ses parents lui disent de faire, il dit c'est peau juste. Voilà. Et donc, la justice, oui, c'est vrai, est une vertu, mais la justice également est un concept moral. Et dès qu'on vous explique que la justice est un concept moral, est un concept philosophique, vous pouvez comprendre que l'on n'ait pas le même sentiment de justice, que l'on n'ait pas la même conception de la justice. Devant la même situation, M. Issaba, qui est avec moi en studio, peut dire c'est juste. Ibrahima, qui est avec moi également en studio, peut dire c'est injuste. Et on est devant la même situation. Mais c'est juste ou c'est injuste, ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit. Donc, la justice, avant même qu'on entre dans une considération, la justice est une institution, la justice, c'est d'abord un concept. Et lorsqu'on dit concept, et ça, gardez-le à l'esprit, il faut penser conception. Quand on dit concept, vous pensez à conception. Quand on était jeune, c'était le début du rap, là, hein, n'est-ce pas, Issa? Hein, les débuts du rap avec les Positive Black Soul. Mais bon, vous qui êtes né en 2000, machin, là, vous ne connaissez pas les Daradi, les Positive Black Soul, etc. Donc, nous, quand on avait 18-20 ans, les Pifroas, quand on avait 18-20 ans, nous, c'était PBS, Daradi, etc. Et souvent, quand j'étais tout jeune, ils venaient à la radio et les journalistes leur disaient, mais quelle est votre conception du rap? Quel est votre concept? Voilà, ce n'était pas conception. Et on leur disait, quel est votre concept? Et nous, à l'époque, dans le rap, les gens disaient, mon concept, c'est ceci, mon concept, c'est cela. Et moi, jeune élève de l'époque, je ne comprenais pas c'est quoi concept. Et c'est quand j'ai commencé à faire du droit, à réfléchir un peu sur notion, concept, que j'ai compris que quand j'avais 18-20 ans et qu'on interrogeait les Didier Awadi, etc., à la radio, à la télé pour leur dire c'est quoi votre concept? C'était les débuts du rap au Sénégal. C'était quoi votre conception du rap? Quand vous rappez, quel message vous voulez véhiculer? Comment vous comprenez le monde et quelle compréhension du monde vous voulez partager avec ceux qui vous écoutent? Et c'est ça la conception. Et à chaque fois qu'on dit un concept, il faut penser à conception. Mais la conception, forcément, elle est subjective. Et encore une fois, quand je dis subjective, pensez à sujet, pensez à personne.
Et c'est ça la différence entre subjectif et objectif. Parce que quand je dis c'est objectif, je ne prends pas en considération ma personne ou bien la personne de l'autre. Je dis ce qui doit être. Je fais une appréciation, comme on dit en droit, in abstracto. Je dis bien in abstracto. In abstracto, ça veut dire je ne prends pas en considération la personne. Je fais un modèle global. Mais quand je fais le contraire de in abstracto, c'est in concreto. Et quand je fais une concreto, je dis Jean-Louis Correa. Si c'était lui, il aurait réagi comme ça. Donc ça, c'est in concreto. C'est subjectif. Mais quand c'est in abstracto, parce que ce sont des termes que vous allez retrouver dans vos cours, quand c'est in abstracto, c'est objectif. Et donc, la conception, elle est subjective. C'est pourquoi, vous l'avez vu en terminale, la philosophie cherchait à créer en vous ces deux dimensions. Le discours qui se veut objectif et le discours qui se veut subjectif. En quoi? Si vous regardez la démarche philosophique, au départ, on vous dit la justice. D'accord. Mais ce qu'on attend de vous, c'est thèse, antithèse. Mais thèse, antithèse, c'est qu'on vous apprend vous-même à vous nier et à vous contredire, à naître et à mourir. On vous dira, dans un premier temps, quels sont les auteurs qui sont favorables à la justice veut dire telle chose. Et ensuite, on vous dira quels sont les auteurs qui sont défavorables à ça. Il faut les connaître. Et ensuite, en passant, vous allez vous dire à quelle position je me rallie. Je suis d'accord avec Kant, je suis d'accord avec Descartes. Sur la justice, je suis d'accord avec Aristote ou je suis d'accord avec Platon. Mais ça reste subjectif, ça reste conceptuel. Donc, la justice est un concept moral. La justice est un concept philosophique. Pour Aristote, Khadim Kebe dit, pour Aristote, je peux avoir l'avis de Khadim Kebe sur l'écran. Pour Aristote, oui, la justice est une vertu, c'est-à-dire, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez écrire correctement? Voilà, vous écrivez tout correctement, sinon on ne vous passe pas à l'écran. Ibrahim, il faut sélectionner que ceux qui écrivent en français normal. On n'est pas dans un chat de WhatsApp ici, on fait court. À savoir la manière de se rapporter aux biens matériels, aux honneurs de la cité. Et effectivement, ça c'est bien Aristote qui l'a dit. Voilà, la manière de se rapporter aux biens matériels et aux honneurs de la cité. C'est d'abord ça la justice. Mais ensuite, Aristote continue. Aristote distingue deux types de justice. Qui peut me le dire? Les types de justice qu'Aristote distingue. Justice distributive et justice commutative. Allez chercher, s'il vous plaît. La différence entre justice distributive et justice commutative. Et cela, vous allez le retrouver dans les règles de droit. Certaines règles de droit vont laisser transparaître une conception distributive de la justice. Et d'autres règles de droit vont laisser transparaître une conception commutative de la justice. Justice distributive et justice commutative. Ça, vous pouvez... Donc, pour Aristote, Serigne Cissé, la justice consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. Il distingue la justice distributive, répartition des biens selon le mérite, et la justice commutative qui est une réparation des injustices. Un autre avis sur justice distributive et justice commutative. Commutative. C'est commutatif.
Donc, il y a Désiré Tavares qui dit la justice, c'est d'abord et avant tout un état de l'âme. C'est important, ça c'est très Aristote. Voilà, la justice pour Aristote, et on a fait d'abord une vertu, c'est-à-dire un état de l'âme. Donc, c'est une force de l'individu de reconnaître la justice. On est d'accord. Mais il y a des situations d'inégalité profonde qui font que la justice doit être rétablie. Il y a des situations de justice naturelle, mais il y a des situations d'injustice naturelle que la loi doit venir corriger. Et vous le verrez en deuxième année, en droit des obligations. On vous dira l'accordaire entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Parce que si tous les deux, nous sommes également libres, quand je dis également libres, ça veut dire nous sommes libres de la même façon. Il y a une égalité dans notre liberté. Si je suis plus libre que vous, je peux vous imposer ma volonté. Si je suis plus libre que vous, c'est une litote pour dire si je suis plus fort que vous, je peux vous imposer ma liberté. D'accord? Donc, pour éviter qu'un individu n'impose à l'autre sa liberté, il faut rétablir la justice. Il faut rétablir la justice. Et rétablir la justice, c'est la loi qui vient rétablir la justice. C'est pourquoi l'accordaire dit, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. C'est la loi qui libère. Donc, la justice distributive repose, allons-y, toute chose considérée comme juste soit variable. J'avais vu tout à l'heure une bonne définition qui disait la justice de Laurel, je pense. La justice distributive repose, voilà, pour Aristote. La justice repose sur une répartition proportionnelle des biens, tandis que la justice commutative vise à rétablir l'égalité arithmétique dans les échanges. La justice distributive, c'est l'équilibre, c'est la proportion. On va essayer de donner à chacun une part de ce que l'on a. Alors que dans la justice commutative, chacun reçoit dans les échanges ce qu'on considère qu'il doit recevoir. Alors que la justice distributive cherche à réparer les choses, à corriger des inégalités, à donner en proportion, la justice arithmétique, la justice commutative, elle est plus arithmétique. Elle va plus être dans une distribution en fonction de ce que chacun doit recevoir. Donc ça également, il faut le dire. C'est pourquoi vous voyez ici, on retourne à la diapositive, vous voyez ici, on vous dit idéal d'équité, d'impartialité et de respect des droits fondamentaux. Cette justice varie selon les cultures et les époques. Elle peut être subjective, différentes conceptions selon le sujet. Le droit ne garantit pas toujours la justice. Effectivement, le droit ne garantit pas la justice. La justice est injuste. Il y a Kamsi qui dit que la justice est injuste. Oui, on est dans la philosophie là. Est-ce que nous sommes libres vraiment? Vous connaissez le libre arbitre, hein, Monsieur Sow? Donc, est-ce qu'on est libre vraiment? Oui, on est libre. Mais notre liberté s'exerce dans un cadre. Tant qu'on ne sort pas de ce cadre, on est libre. Notre liberté, comme disait l'autre, s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc oui, je suis libre. Mais dans ma liberté, je dois faire attention à la liberté de l'autre. Mon droit, je ne dois pas en abuser. Il faut connaître la théorie qu'on appelle en droit, la théorie de... Il y a deux choses. Vous avez deux éléments en droit qui peuvent vous permettre d'avoir un peu cette conception des limites qu'il ne faut pas franchir et qui sont des limites d'ordre général. Je donne l'exemple ici de ce que l'on appelle les voies de fait. Les voies de fait. Allez sur Google, regardez les voies de fait, c'est quoi? Fait, c'est F-A-I-T.
voie V-O-I-E, hein, V-O-I-E, F-A-I-T, les voies de fait. Voie de fait et abus de droit. Voie de fait et abus de droit. C'est quoi abus de droit? C'est quoi voie de fait? Vous comprendrez là que vous êtes à la limite de la liberté, à la limite de la violation, mais flagrante de la liberté de l'autre, qu'on n'a même pas besoin de qualifier ça de telle autre façon. Vous avez porté atteinte à une liberté fondamentale de l'individu. Vous avez foulé aux pieds une liberté fondamentale de l'individu. Voie de fait. Mais l'abus de droit, c'est quoi? Vous avez un droit, mais qui ne vous donne pas tous les droits. Et j'aime bien rappeler ici un arrêt célèbre, qui date de très longtemps, un arrêt français, qui est l'arrêt Clément Bayard. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette affaire? Monsieur Clément Bayard avait un terrain sur lequel il avait édifié sa maison. Mais comme son terrain n'était pas loin de la mer, si ma raison ne me joue pas de tour, il avait édifié une grosse clôture, une très grande clôture, qui empêchait ses voisins d'avoir également un accès visuel à la mer. Et quand ses voisins se sont plaints, il a dit, oui, d'accord, vous n'avez pas d'accès visuel à la mer, mais la clôture que j'ai érigée, je l'ai érigée sur mon terrain à moi. Je ne l'ai pas érigée sur votre terrain. J'ai le droit, sur mon terrain, de mettre une clôture. Et les autres lui ont dit, oui, on ne te nie pas le droit de mettre une clôture sur ton terrain, mais si la clôture sur ton terrain nous empêche de voir l'océan, tu nous prives, nous, de notre droit de voir l'océan. Donc, ton droit sur le terrain, tu l'as, on ne le conteste pas, mais ne nous prive pas, nous, de notre droit de pouvoir apprécier la mer. Et la Cour de cassation française, vous pouvez aller chercher sur les moteurs de recherche la date exacte de l'arrêt Clément Bayard, avec D à la fin, B-A-Y-A-R-D, Clément Bayard. La Cour a dit, pour la première fois, a posé la question de l'abus de droit. Vous abusez de votre droit. Voilà, vous abusez de votre droit. Et c'est ça qu'on appelle la théorie de l'abus de droit. Et la théorie de l'abus de droit, c'est que vous avez un droit, mais vous ne pouvez pas porter atteinte aux droits des autres. Votre droit ne vous donne pas le droit de porter atteinte aux droits des autres. Vous devez l'exercer dans les limites et dans le cadre pour lequel ce droit vous a été confié. Ce droit, pour reprendre ce qu'on disait au début du cours, ce droit subjectif vous a été confié. Vous devez vous limiter à l'exercice de votre droit dans les limites fixées par ce droit lui-même. Et dès que vous sortez de là, vous avez dépassé, justement, comme dit Calix Simon, vous avez dépassé les limites d'exercice de ce droit. Tout droit a des limites. Voilà. Et dès que vous sortez des limites, vous êtes dans ce qu'on appelle l'abus de droit. Est-ce qu'il y a la voie de fait qui désigne, j'ai vu tout à l'heure une définition de la voie de fait. Voilà, la voie de fait. Voilà, Anne-Marie Dior qui dit la voie de fait désigne une violence légère commise à l'encontre d'une personne sans provoquer de lésion corporelle. Mais j'avais vu tout à l'heure une définition également de voie de fait qui était relative à la violation par l'État du droit de propriété, par l'administration du droit de propriété. Donc, c'est les deux. C'est l'atteinte flagrante à une liberté, à un droit de propriété. Lorsqu'elle est flagrante, c'est voie de fait. Voilà.
une violence légère commise à l'encontre d'une personne sans provoquer de lésion. Voilà. Donc, vous avez différentes conceptions. L'arrêt Clément Bayard, avec la définition donnée par Samba, qui revient sur Samba Ben, voilà, hein, qui revient sur l'arrêt Clément Bayard, 1915, Cour de cassation française. Décision emblématique en matière d'abus de droit, du droit de propriété. Voilà. Et c'est pour la première fois, en 1915, dans l'arrêt Clément Bayard, que la Cour de cassation pose la théorie de l'abus de droit, en disant, attention, vous avez un droit, mais vous ne pouvez pas en abuser. Le droit que vous avez, vous devez l'exercer dans les propres limites de ce droit. Vous avez le droit de mettre une clôture sur votre terrain, ok, mais de là à empêcher les autres d'avoir accès à la mer, de voir la mer, etc., ce n'est pas le but dans lequel ce droit vous a été confié. Et c'est ça la théorie de l'abus de droit. On va avancer avec notre diapositive. Maintenant, j'aimerais avec vous revenir sur le rapport entre règles de droit et les autres règles de conduite sociale, toujours dans la justice et les symbolismes de la justice. C'est un débat qui est intéressant, c'est pourquoi j'ai voulu l'aborder avec vous. Vous savez qu'il y a quelque temps, il y a eu au Sénégal les assises de la justice. Et lors de ces assises de la justice, un débat très important a été mené, c'était de savoir comment changer ou modifier les perceptions de la justice. Les perceptions de la justice, ce sont les symboles de la justice. Parce que pour que vous puissiez vous approprier un instrument, il faut que dans l'iconographie, quand je dis iconographie, ce sont les images. Icône, c'est image. Il faut que dans l'iconographie, que vous puissiez vous y retrouver. Il faut que dans le symbolique, que vous puissiez vous y retrouver. Lorsque l'on parle de justice, on dit souvent dame justice. Vous avez souvent entendu dame justice. Vous avez souvent entendu l'expression le palais de Thémis. Donc, ce sont des expressions qui renvoient à une symbolique qui n'est pas une symbolique peut-être de chez nous, mais qui est une symbolique qui vient d'ailleurs. Parce que l'institution judiciaire elle-même a été importée dans sa façon de faire, dans également ses symboles, ses rituels, etc. Je vous renvoie ici aux assises nationales de la justice. On va commencer par l'Europe, la Grèce. Les symboles que nous avons actuellement de la justice sont des symboles qui nous viennent de la Grèce antique, qui nous viennent de Rome. Vous avez d'abord la dame. Allez me voir sur Google, là, comment s'appelle la dame qui symbolise la justice, là. Et quels sont les symboles de la justice dans la Grèce antique, dans la Rome antique? Quand on dit justice, si on veut se représenter la justice, qu'est-ce qu'on utilise comme symbole? Donc, si vous tapez symbole de la justice dans la Grèce antique, vous allez voir quels sont les symboles que l'on utilise. Vous en avez un ici. Voilà, la balance. Vous en avez un ici, c'est la balance. Que veut dire cette balance? Voilà. Que veut dire cette balance? Est-ce qu'il y a un gros retard entre le direct et... Ça va? Pas tellement. Ah oui, ça va. Oui, 10 secondes? Ouais, même pas. OK. Oui, c'est plus loin. Oui, Thémis, déesse de la justice. Oui, il y a Thémis, d'accord. C'est qui Thémis? C'est qui Thémis? On va faire un peu de mythologie grecque et un peu de mythologie romaine, là.
C'est qui Thémis? Oui, il y a le glaive. Oui, j'ai vu quelqu'un, Fatima Zara, qui parle de glaive. Le glaive ou l'épée. Le glaive symbolise l'aspect répressif de la justice. Il rappelle que le rôle de l'institution judiciaire est également de sanctionner dans la mythologie grecque, etc. Donc, vous avez Thémis, vous avez le glaive. Donc, c'est ça les symboles de la justice. Donc, je pense j'aurais dû, au lieu de choisir cette image-là, j'aurais dû choisir glaive, Thémis, etc. Hein? Oui, il y a Fatou qui dit pourquoi Dame Justice. Fatou Mbaye, allez chercher sur Google et vous venez partager ici. Pourquoi on dit Dame Justice? Pourquoi la justice est une dame? Pourquoi on ne dit pas le sieur justice? Voilà, pourquoi on dit Dame Justice? C'est une bonne question. Est-ce que ce n'est pas à cause de Thémis? Voilà. C'est Thémis, déesse de la justice, de l'ordre et des lois. Fille d'Ourance, souvent représentée par une balance. Voilà. Souvent représentée par une balance. C'est d'ailleurs pourquoi en français argotique, quand on dit c'est quelqu'un qui dénonce, on dit c'est une balance. Voilà, c'est une balance parce qu'il va chez les juges, chez les policiers, symbole de la balance. Il va là-bas dénoncer les gens. C'est quelqu'un qui dénonce, on va dire c'est une balance. Donc tout cela, c'est la symbolique de la justice, la représentation de la justice, mais dans une symbolique autre. C'est la Grèce antique, c'est Rome qui va dire, nous, pour symboliser la justice, on va faire référence à Thémis, qui est justement la déesse de la justice. On va faire référence au glaive, qui est justement symbole de sanction, etc. Si on se rapporte à une conception négro-africaine, on va voir que nous avons une autre conception. Regardez ici, sur cette partie-là de l'écran, que je souligne en ce moment, cette jolie femme qui est de type négroïde, c'est elle que l'on appelle Mat. Mat. Allez taper sur Google Mat. Mat, c'est un concept pensée égyptienne, Égypte antique. Et Mat, c'est l'ordre cosmique. Mat, c'est la justice. Mat, c'est la moralité. Et Mat, c'est l'équilibre. C'est pourquoi, dans les traditions négro-africaines, le symbole de la justice, la conception de la justice, ce n'est pas la déesse Thémis, ce n'est pas le glaive, mais c'est plutôt Mat et l'image que vous voyez ici. Voilà. Donc, Mat est dans la mythologie égyptienne la déesse de l'harmonie cosmique, de la rectitude, de l'ordre et de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice. Ouais. Mat est le symbole de la vérité et de la justice. Et si on se rapporte aux travaux justement de Cheikh Anta Diop, on se rend compte que l'Égypte ancienne n'était pas une Égypte blanche, qu'elle était bien au contraire une Égypte blanchie par les Blancs, et que cette Égypte était une Égypte noire. Et le symbole, c'est pourquoi le symbole de la justice dans les traditions et les récits africains de la trajectoire de l'Afrique, ce n'est pas ce que vous avez ici, hein, Thémis. Ce n'est pas Thémis, mais c'est bien Mat. C'est bien Mat. L'accent se trouve dans le deuxième A. Voilà. C'est bien Mat. Donc, voilà pour les symboles de la justice. Et ce que nous avions proposé lors des assises de la justice, c'est de revoir les symboles de la justice. Cette représentation de la justice, qu'on la revoie, qu'on n'ait plus comme référence
Thémis, le glaive, etc., mais qu'on prenne comme référence maths. Et si vous ouvrez les recommandations des assises de la justice, vous allez retrouver cela dans les recommandations des assises de la justice. Réafricaniser la justice et réafricaniser la conception de la justice. Et la balance, effectivement, Assane Ndiaye, la balance désigne l'équilibre, mais maths également désigne l'équilibre. Voilà. Maths également désigne l'équilibre. On revient à notre diapositive. Après droit et justice, je voudrais revenir avec vous sur droit et les autres règles de conduite sociale, notamment droit et religion. Quels sont les points de contact? Quels sont les points de rupture? La règle de droit émane, comme on le disait tout à l'heure, des représentants de l'État, ou pour faire simple, elle émane de l'État. Le droit régit la vie en société de façon à assurer l'ordre, la sécurité des personnes, des biens, etc. La violation de la règle de droit, elle est externe. Elle est infligée par l'autorité contraignante, exercée par les pouvoirs publics. Ce qui est important ici, c'est externe. Si on compare droit et religion, on se rend compte que la sanction de la violation d'une règle de droit, c'est une sanction qui est externe. Passons de l'autre côté. Si vous prenez la règle religieuse, elle trouve son origine dans une volonté et une autorité transcendante qui nous dépasse. Une autorité transcendante qui nous dépasse. Celle de Dieu, de Allah, quel que soit le nom, c'est une autorité transcendante qui est au-dessus de nous. La religion prend en charge un domaine qui est essentiellement un domaine spirituel. C'est ça le domaine de la religion. Les liens de l'être humain avec le divin, mais également les moyens de renforcer ces liens, les liens de l'être humain aussi avec les autres êtres humains. Parce que dans les règles religieuses, vous trouvez des règles de fonctionnement de la société et des règles de rapport entre l'individu et les autres membres de la société. Mais la différence fondamentale se trouve à ce niveau-là. C'est la sanction de la règle. Autant dans la règle de droit, ici, vous voyez que la sanction, elle est externe, autant là, vous voyez que la sanction, elle est interne. La sanction, elle est interne à l'individu. Voilà. C'est l'individu qui va se dire, si je ne respecte pas ce commandement religieux, telle chose peut m'arriver. Mais là, sur terre, peut-être que vous ne voyez pas la sanction. Ce n'est pas comme dans le code pénal où on vous dit tuer quelqu'un, c'est un crime. Et voilà la sanction, vous allez à Rebeuss, vous allez à la prison de Koutal, vous allez ici, etc. Aujourd'hui, Ibrahima décide de ne pas jeûner, il n'y a pas de sanction là, aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a une après, mais là, s'il décide de ne pas jeûner, on ne va pas le mettre en prison parce qu'il n'a pas jeûné. C'est ce qu'on appelle la sanction de la morale est interne, de la règle morale est interne, de la règle religieuse, elle est interne à l'individu. C'est l'individu qui, en conscience, décide de se conformer à cette règle. Donc, la différence fondamentale se trouve au niveau de l'origine des règles. Il y a Minding qui demande quelle est la différence. D'abord, c'est au niveau de l'origine de la règle. Ces règles n'ont pas la même origine, mais c'est surtout au niveau de la sanction des règles. Voilà. Ces règles ne sont pas sanctionnées de la même façon. Origine différente, mais type de sanction également différente, qui permet de faire la distinction entre la règle morale
religieuse et également la règle de droit. Maintenant, on va dresser ce petit tableau pour vous permettre de distinguer, de voir les différences entre la règle de droit et les autres règles de conduite sociale. On va rapidement voir quelles sont les différences. En vous attachant au tableau, vous allez avoir l'origine, vous allez avoir l'origine, vous allez avoir la finalité, mais vous avez également la question de la sanction. Vous avez également la question de la sanction. L'origine, comme vous le voyez, la règle de droit émane des représentants de l'État. La finalité de la règle de droit, c'est régir la vie en société de façon à assurer l'ordre et la sécurité. Donc, le droit émane des représentants de l'État. Et on peut, pour faire court, dire le droit émane de l'État. La sanction, la violation de la règle de droit est externe. C'est une autorité externe qui va constater que vous avez violé la règle de droit. Et au moment de l'édification de la règle de droit, il y avait une sanction qui était prévue. Donc, on vous applique la sanction. Prenons maintenant la religion. La règle religieuse trouve son origine dans une volonté, comme je disais, qui est une volonté transcendante. Voilà. Qui est une volonté transcendante. La religion prend en charge le domaine spirituel, les liens de l'être humain avec les divins, les moyens de les renforcer, etc. L'inobservation de la règle religieuse appelle une sanction divine appliquée dans l'au-delà. C'est l'exemple de Ibrahima qui décide de ne pas jeûner. C'est une sanction dans l'au-delà. Donc, si vous regardez origine de la règle de droit État, finalité de la règle, assurer l'ordre et la sécurité, sanction externe. Ici, si on prend origine transcendante, vous regardez finalité, essentiellement le domaine spirituel. Sanction, c'est au-delà. Vous prenez la règle morale. La règle morale résulte de la conscience individuelle ou collective. La règle morale convient, elle précise ce qu'il est convenable de faire ou de ne pas faire. La règle morale définit un idéal de conduite. Conduite vis-à-vis d'autrui ou conduite vis-à-vis également de soi-même. La règle morale également, la sanction aussi, elle est interne à l'individu. Ce sont des remords, c'est la mauvaise conscience. C'est ça la morale. Donc la morale, ça résulte de la conscience individuelle ou de la conscience collective. Voilà. Conscience individuelle ou conscience collective, de ne pas faire quelque chose. Il peut y avoir, comme on le verra plus tard, une correspondance entre la morale et le droit. Ça veut dire que la règle de droit peut embarquer, passez-moi l'expression, des préoccupations d'ordre moral. Voilà. Peut embarquer des préoccupations d'ordre moral. Et je vous donnerai tout à l'heure des exemples où l'on constate effectivement que la règle morale prend en compte des impératifs d'ordre, la règle de droit prend en compte des impératifs d'ordre moral. Et la morale n'est pas absente du droit. Dans bien des situations, le législateur prend en compte des règles morales. Je donne comme exemple ce qu'on appelle les obligations naturelles. Obligations naturelles. C'est quoi une obligation naturelle? Je donne un exemple. C'est
l'obligation pour un enfant de nourrir ses parents. Je n'ai pas dit un parent de nourrir ses enfants. Parce que, évidemment, que le parent a l'obligation juridique de nourrir ses enfants. Mais est-ce qu'un enfant a l'obligation de nourrir ses parents? Vous prenez quelqu'un qui a fait des études, qui est sorti des études, qui a un travail, qui commence à travailler et qui décide de ne pas nourrir ses parents, qui sont dans le besoin. La loi ne l'y oblige pas. La loi ne vous oblige pas à nourrir vos parents. Donc, ce n'est pas une obligation juridique pour un enfant de nourrir ses parents. Par contre, une fois que vous avez commencé à les nourrir, une fois que vous avez commencé tous les mois à leur donner 50 000, à leur donner 100 000, vous ne pouvez pas vous lever un jour et dire « j'arrête ». Cette obligation qui est une obligation morale, qui n'est pas une obligation juridique, se transforme en une obligation juridique. Donc, Ibrahim, mettez la définition de Maguette Diong sur l'obligation naturelle est une notion juridique qui désigne un devoir moral qui, bien que non juridiquement contraignant, peut se transformer en obligation civile lorsqu'il est volontairement exécuté. Volontairement exécuté. Quand vous décidez d'exécuter volontairement de nourrir vos parents et que ces derniers savent que maintenant c'est vous qui amenez le sac de riz tous les mois, lorsque un mois vous n'amenez pas le sac de riz, ils peuvent devant le juge vous contraindre à amener le sac de riz. L'obligation naturelle, morale, se transforme en obligation juridique. Donc la morale n'est pas exemple du droit. Mais le droit, ce n'est pas la morale. Mon maître, le professeur Babacar Kanté, il nous disait toujours en première, deuxième année, quand on avait ces débats en classe, oui, le droit, ceci, c'est pas juste, c'est pas normal, etc. Il nous disait, quand il en avait assez de ces jeunes de 18 ans qui discutaient de tout, il nous disait, le droit, ce n'est pas la justice, le droit, ce n'est pas la morale, le droit, ce n'est pas l'équité, le droit, c'est le droit, point à la ligne. Voilà. C'est ça qu'il nous disait tout le temps. Première année, deuxième année, on le fatiguait. Oui, mais professeur, pourquoi ceci, pourquoi pas cela, etc. Il dit, le droit, ce n'est pas la justice. Le droit, ce n'est pas l'équité. Le droit, ce n'est pas la morale. Le droit, c'est le droit, point à la ligne. Et là, c'est vraiment quand il était excédé. Point à la ligne. Et le droit, c'est le droit, point à la ligne. Ça veut dire que vous ne devez pas forcément dire, comme Titeuf, c'est pas juste. C'est pas normal. Mais que dit le texte? Que dit le texte? Regardez actuellement. Si on faisait un sondage, peut-être que beaucoup de Sénégalais seraient favorables à l'abrogation de la loi d'amnistie. Mais quand vous êtes un juriste, comme moi ou comme certains de mes collègues, vous dites, oui, on ne peut pas abroger la loi d'amnistie. Beaucoup vous disent, oui, mais lui, il est pro le parti qui est tombé là. Alors que non, ça n'a rien à voir. En fait, techniquement, on ne peut pas abroger une loi d'amnistie. Ça, c'est le droit, point à la ligne. Techniquement, on ne peut pas abroger une loi d'amnistie. Et si vous faites une loi interprétative, vous êtes dans une abrogation partielle de la loi d'amnistie. Vous êtes dans une abrogation partielle de la loi d'amnistie. Donc ça, c'est le droit, point à la ligne. C'est pas le droit, c'est pas juste, c'est pas équitable, c'est pas moral. Non. Des fois, c'est pas moral. Des fois, c'est pas juste. Des fois, c'est pas normal. Mais en attendant, c'est ça qu'on a. En attendant, c'est cela qu'on a. Donc voilà un peu sur ce tableau-là qui vous permet, comme vous le voyez là à l'écran, de pouvoir visualiser les différences qui existent entre tout cela. Je disais tout à l'heure que vous avez la prise en compte de la morale par le droit,
Je fais référence ici à l'article 76 COCC, qui parle des notions morales de bonne mœurs et de bonne foi. C'est quoi les bonnes mœurs? Allez me regarder un peu. C'est quoi les bonnes mœurs? Il y a Sodambouk qui dit pourquoi le droit, c'est le droit. Pourquoi le droit, c'est le droit? C'est parce que Duralex, c'est lex. C'est ça, Duralex, c'est lex. On vous dit, vous vous levez le matin, un gendarme vous dit, vous n'avez pas le droit de passer par là, tournez à gauche. On vous dit tournez à gauche. Mais si vous êtes là à dire aux gendarmes, moi, tous les matins, je tourne à droite, pourquoi je ne tourne pas aujourd'hui à droite, pourquoi vous me dites de tourner à gauche, etc. Non. On vous dit tournez à gauche, vous tournez à gauche. Donc c'est ça le droit, c'est le droit, point. Mais si toutes les personnes dans la circulation à qui on dit tournez à droite, ils devaient se rassembler pour dire aux policiers pourquoi vous me dites de tourner à droite, pourquoi vous me dites de m'arrêter, pourquoi vous me dites de partir. Vous voyez? Donc c'est pourquoi on dit le droit, c'est le droit. Il faut d'abord exécuter. Maintenant, dans l'exécution, vous l'avez entendu, on n'exécute pas un ordre manifestement illégal. Je n'ai pas dit un ordre illégal. J'ai dit un ordre manifestement illégal. Manifestement illégal, ça veut dire que dès que vous voyez l'ordre, vous l'entendez, vous savez que c'est illégal, vous n'avez pas à l'exécuter. C'est ça un ordre manifestement illégal. Voilà. Mais ça, vous aurez le temps dans vos cours de deuxième année de revenir sur ces éléments. Les bonnes mœurs. Qu'est-ce que j'ai comme proposition? Les bonnes mœurs sont les habitudes, les usages, vous voyez, conformes à la moralité, à la religion, à la culture d'un pays ou bien d'un peuple. Les habitudes, les usages conformes à la moralité, conformes à la religion, à la culture. Donc, c'est ça les bonnes mœurs. Il faut que mes usages, mon comportement, que mes habitudes soient conformes à ce qui se fait dans ce pays-là, à ce qui est accepté dans cette société. Si ce que je fais n'est pas conforme à ce qui est accepté dans cette société, mon attitude, mon habitude est contraire aux bonnes mœurs. Voilà. Est contraire aux bonnes mœurs. Maintenant, c'est quoi la bonne foi? La bonne foi, c'est quoi? Donc, dans votre convention, dans votre contrat, vous ne pouvez pas, par convention, porter atteinte aux bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas faire un contrat qui porte atteinte aux bonnes mœurs, à l'ordre public. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La bonne foi, c'est quoi? Vous cherchez, je vous donne un indice. Allez voir l'article 10 COCC, du Code des obligations civiles et commerciales. Article 10 du COCC. La bonne foi. À l'article 10, vous avez un début d'explication de la bonne foi. Donc, la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. OK, une autre définition. La bonne foi est la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit. On peut trouver mieux. Maïmouna Ndour, on peut trouver mieux. La bonne foi est un concept juridique et moral qui désigne l'attitude sincère et honnête d'une personne dans ses actions, ses déclarations et ses engagements. Oui, oui, Ousmane Niang, oui, on peut dire ça. Voilà. Notion juridique qui désigne un comportement honnête, loyal. Mais la bonne foi est une notion juridique, mais d'abord et avant tout morale. La bonne foi est morale. Quelqu'un qui n'est pas de bonne foi,
il lui manque des vertus morales. Il lui manque des vertus morales. Donc, la bonne foi désigne l'honnêteté et la sincérité dans les actions. Maintenant, c'est quoi la mauvaise foi? Si vous avez du mal avec la bonne foi, on va aller chercher dans la mauvaise foi. Ce n'est pas l'article 10 alors qui parle de bonne foi. Ababakar, cherchez-moi l'article qui parle de bonne foi. C'est au début du COCC qui revient sur la notion de bonne foi. Souvent, quand dans un contrat, vous avez plus... On ne peut pas, sur la base du contrat, rapporter la preuve de certaines choses. Ce qu'on va faire, on va regarder quelle était l'intention de la personne. Est-ce que la personne était de bonne foi? Et souvent, on dit en droit que la bonne foi est présumée. La bonne foi est présumée, cela veut dire que l'on considère que celui qui parle est honnête. Vous êtes honnête. On considère que vous êtes honnête. Donc, on dit la bonne foi est présumée. Et la mauvaise foi doit être prouvée. Quand vous dites que quelqu'un est de mauvaise foi, vous devez rapporter la preuve que cette personne est de mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'on considère que la bonne foi est présumée, que toute personne est de bonne foi. Voilà, toute personne est honnête, toute personne est sincère. C'est ça la bonne foi. Quand j'ai dit telle chose, j'étais de bonne foi parce que honnêtement, sincèrement, c'est ce que je pensais, c'est ce que j'étais dit parce que je le pensais. J'étais de bonne foi. Mais si vous voulez dire que je suis de mauvaise foi, il faut rapporter la preuve que je n'étais pas honnête, que je n'étais pas sincère. Donc, la règle de droit, bien que différente de la morale, de ces questions d'honnêteté, de sincérité, etc., prend en compte la question de la bonne foi. Notamment dans les rapports contractuels, il faut être de bonne foi quand vous signez un contrat. Il faut respecter les bonnes mœurs, etc. Donc, si vous allez dans le droit pénal, vous avez également la question de la non-assistance d'une personne en danger, qui reflète aussi cette question de morale. Vous voyez quelqu'un qui est dans une situation difficile, mais vous lui apportez votre assistance. Mais si vous décidez de fuir, on peut vous reprocher de n'avoir pas assisté la personne. Mais j'aimerais également revenir sur ce qu'on appelle l'impossibilité morale. L'impossibilité morale. Allez voir un peu c'est quoi l'impossibilité morale. Et vous me continuez d'ailleurs l'expression, parce que ce n'est pas l'impossibilité morale seulement, c'est l'impossibilité morale de faire quelque chose. Voilà. L'impossibilité morale de faire quelque chose. De faire quoi? C'est ça qu'il faut aller voir. L'impossibilité morale. Voilà, c'est l'article 10 qui dit, voilà, c'est le deuxième alinéa. Alors, en toute hypothèse, il y a un commentaire de, voilà, Ababakar. Voilà. Article 10, alinéa 2. Voilà, c'est alinéa 2. En toute hypothèse, la bonne foi est présumée. Et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Donc, en toute hypothèse, la bonne foi est présumée. On considère que toute personne a un minimum de moralité qui l'empêche de dire des contre-vérités. Et si vous dites que ce qu'il dit n'est pas vrai, si vous dites qu'il n'est pas honnête, si vous dites etc., c'est à vous de rapporter la preuve que ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc, la bonne foi est présumée, la mauvaise foi est prouvée. Je parlais de l'impossibilité morale. Voilà. Amadou Ndiaye, l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ne saurait ainsi avoir pour effet de renverser la charge de la preuve. Allez me chercher, je pense, l'article 15 du COCC, si ma mémoire est bonne. L'article 15 COCC, si ma mémoire est bonne. On reviendra sur ça.
dans la partie sur la preuve des droits subjectifs. L'impossibilité morale. Cherchez-moi l'article 15 COCC. L'impossibilité morale de faire quelque chose désigne une situation où une personne se sent empêchée d'agir, non pas par une contrainte physique, mais par des considérations éthiques, sociales ou psychologiques. Oui, oui, ça donne un début de... Je ne suis pas empêché d'agir par le droit, par la loi, mais je suis empêché d'agir par des règles morales, par des règles éthiques. Mais ce n'est pas empêché d'agir. Ce n'est pas empêcher d'agir, c'est... Voilà. Est-ce que vous avez l'article 15, il me semble? COCC, Code des obligations civiles et commerciales. Article 15. L'article 15 COCC, est-ce que vous l'avez? Il y en a qui sont toujours dans la mauvaise foi, hein, où vous recevez le cours 15 minutes après les autres, ou bien? OK, l'article 15, merci. Donc, Laurel dit... Non, ce n'est pas l'article 15. Oui, oui, d'accord. Maguette Diong, l'article 15 du COCC traite de la notion d'impossibilité morale. OK. Si vous regardez article 15, vous allez voir c'est quoi l'impossibilité morale. Le COCC est disponible sur les moteurs de recherche. Hein. Si vous tapez COCC, Code des obligations civiles et commerciales, hein, dans Google, vous allez voir le texte du Code des obligations civiles. C'est un peu le Code civil du Sénégal. Hein. Le Code des obligations civiles et commerciales, c'est un peu le Code civil du Sénégal. Donc, si vous le tapez, vous allez voir effectivement les dispositions. Et ça, il faut l'avoir parce que vous en aurez besoin hein, pour certains aspects du cours d'introduction, mais surtout pour la deuxième année avec le cours de droit des contrats. Vous en aurez besoin. Pour gagner du temps, je vais aller vite. L'impossibilité morale, c'est l'impossibilité morale de se préconstituer une preuve écrite. Article 14 et 15 du COCC. L'impossibilité morale de se préconstituer une preuve écrite. Qu'est-ce que cela veut dire? L'article 14 COCC dit que lorsque le montant de la transaction excède 20 000 francs, dépasse 20 000 francs, vous devez avec la personne signer un contrat écrit. C'est ce que dit le législateur. Toutes les fois que le montant de la transaction dépasse 20 000 francs, vous devez faire un écrit. Si vous ne faites pas un écrit, devant le juge, vous ne pourrez pas prouver que la transaction a eu lieu. Maintenant, l'article 15 nous dit, attention, la règle ci-dessus de l'article 14 reçoit exception toutes les fois où vous avez été dans l'impossibilité morale de préconstituer une preuve écrite. Ça veut dire quoi, en d'autres termes plus simples? Que l'obligation de préconstituer une preuve écrite parce que le montant de la transaction dépasse 20 000 francs, vous pouvez ne pas vous y soumettre parce que vous étiez dans la situation où vous ne pouviez pas demander à la personne de faire un contrat. Moralement, vous ne pouviez pas. Exemple, vous vendez une voiture au mari de votre sœur. Vous dites, oui, c'est le mari de ma sœur, je ne vais quand même pas signer un contrat avec le mari de ma sœur. Donc, la voiture coûte 6 millions, il me donne mes 6 millions, etc. Sauf que le mari de votre sœur, c'est un truand. Il a beau être le mari de votre sœur, mais c'est un truand. Il ne vous donne pas vos 6 millions. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez aucune preuve de la transaction. Or, le COCC vous dit, quand ça dépasse 20 000 francs, signez un contrat. Qu'est-ce que vous pouvez dire au juge? Ah, monsieur le juge, j'étais dans l'impossibilité
morale de préconstituer une preuve écrite. Je ne vais pas quand même demander au mari de ma sœur de signer un contrat avec moi. On se voit tous les dimanches chez ma maman. On est toujours ensemble avec ses enfants, mes enfants, etc. Je ne vais pas lui demander de faire un contrat. Et c'est ça qu'on appelle l'impossibilité morale. Donc, la morale est prise en compte par le droit. Dans certaines situations, la morale vous empêche de faire certaines choses. D'ailleurs, en français, on le dit, la morale m'empêche de dire certaines choses. La morale m'empêche d'utiliser des gros mots. Voilà. La morale m'empêche d'utiliser des gros mots. Mon éducation m'empêche de dire certaines choses. La société, comment elle fonctionne, m'empêche d'aller à la télé et de nommer certaines choses. On est dans une forme d'impossibilité morale de dire certains. Alors que dans d'autres sociétés, il y a certains mots qu'ils prononcent à la télévision. Donc, bonne mœurs morale, c'est prise en compte par le droit, mais ce n'est pas le droit. Il y a des règles juridiques qui ne sont pas morales. Je donne un exemple. La prostitution n'est pas interdite par la loi. On n'interdit pas à un individu de se prostituer. On fait obligation à l'individu qui se prostitue d'avoir un carnet de santé pour montrer qu'elle est en bonne santé. Mais quand un individu décide de se prostituer, la loi ne l'interdit pas. La loi réglemente la prostitution en disant, pour se prostituer, il faut aller écrire votre nom dans le registre des prostituées. Vous prenez une carte et vous avez l'obligation d'aller vous faire visiter très régulièrement pour ne pas que vous transmettiez des maladies. Mais si vous décidez de vous prostituer, c'est votre droit le plus absolu. Mais la prostitution, tout le monde sait que ce n'est pas moral. Tout le monde sait que la prostitution n'est pas morale. Donc, il y a des situations où le droit est moral, il y a des situations où le droit est amoral ou immoral, mais que le droit soit amoral ou immoral, ça demeure le droit. Ça demeure parfaitement le droit. Donc, j'espère qu'on s'est compris sur ces aspects-là de droit, etc. Donc, si on prend également l'exemple de la religion, les règles religieuses peuvent influencer également les règles de droit, même si on a dit tout à l'heure c'est différent, mais les règles religieuses peuvent influencer les règles de droit. Le statut du chef de famille, où c'est l'homme qui, dans toutes les religions révélées, l'homme a une part prépondérante, etc. Si vous prenez la question du père de famille, etc., et d'ailleurs, on va souvent vous dire le bon père de famille, mais comme on dit souvent, le bon père de famille également peut être la bonne mère de famille, parce que sans nos mères dans les familles, on n'arriverait pas à grand-chose. Mais le modèle, c'est un modèle religieux. On dit le bon père de famille. Voilà. On dit, si vous prenez l'article 152 du Code de la famille, le mari est le chef de famille. Il exerce ce pouvoir dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Donc, le mari est le chef de famille. C'est le mari qui est le patron. Il exerce cela dans l'intérêt maintenant commun des enfants. Si vous prenez la question des successions en droit sénégalais, il y a une influence de la religion dans le droit. Le droit des successions, si vous êtes musulman, vous avez la possibilité d'organiser vos successions uniquement sur la base du comportement de musulman que vous aviez durant votre vie. Article 571 du Code de la famille, pour ceux que ça intéresse. Cherchez-moi, s'il vous plaît, d'ailleurs, l'article 571 du Code de la famille. Je n'ai pas dit COCC. L'article 571 du Code de la famille, qui organise les successions de droit musulman. Donc, c'est du droit religieux qui est pris en compte. On n'a pas le temps aujourd'hui de revenir sur ces éléments parce qu'on est presque à bout de nos 2 heures de temps de cours, mais on reviendra un peu sur ce qu'on appelle un peu, le nom m'échappe là, mais ça va me...
juridique. C'est à cause de syncrétisme que je peux... Voilà, le pluralisme juridique. Voilà. Le pluralisme. Voilà, le pluralisme juridique. Hein? On reviendra plus tard sur la notion de pluralisme juridique pour vous expliquer le pluralisme, ou bien même dit autrement, hein, ceux qui étaient bons en philosophie, là, ils connaissent ce mot, le syncrétisme. Hein? Le syncrétisme, c'est le mélange de deux. Hein? C'est ça un peu le mélange des deux. Donc, on reviendra après sur ce pluralisme juridique qui fait qu'on retrouve des notions de droit religieux dans tel aspect ou bien, etc. Donc, on reviendra plus tard sur cette notion. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Hein? J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce cours. Est-ce qu'on peut revenir sur la première diapo? J'ai eu donc, comme je disais, beaucoup de plaisir à faire ce cours avec vous. Nous aurons l'opportunité, peut-être pas lundi, pour que ça soit la Korité. Donc lundi, nous n'aurons pas cours. Nous allons reprendre notre cours le jeudi. Jeudi, on fera un cours encore de 2 heures de temps. J'avais prévu sur la première, je cherche à mettre la première diapositive parce qu'il y a mon compte Twitter sur la première diapositive. Est-ce qu'on peut, avec l'équipe technique, y retourner? Il y a mon compte Twitter sur la diapositive, la première. Il y a également ma chaîne YouTube. Hein, il y a ma chaîne YouTube. Je vous demanderai de visiter aussi bien mon compte Twitter que la chaîne YouTube. Sur le YouTube, de temps en temps, avec Ibrahima, on avait l'habitude, il y a quelques années en arrière, d'organiser quelques séances de débriefing, comme je les appelais. Après avoir fait le cours, on se retrouvait sur ma chaîne YouTube pour 30 minutes où les étudiants peuvent poser des questions, etc. Malheureusement, aujourd'hui, avec mes contraintes, je ne pourrai pas le faire, mais je vous promets d'ici quelques temps de refaire ça avec vous, d'aller sur ma chaîne YouTube pour pouvoir discuter avec vous et vous permettre de poser des questions hein, à la suite du cours. Mais là, vous pouvez aller sur Twitter. Hein, donc, si vous mettez sur Twitter Jean-Louis Correa, c'est également mon compte Twitter. On pourra également discuter de temps en temps. Merci beaucoup à toutes et à tous et puis à bientôt, à jeudi prochain. Merci, au revoir.